Dans les rues pluvieuses de Paris? Un soir d'automne où le vent hurlait comme un avertissement? Je vis pour la première fois le regard qui allait bouleverser ma vie. Sophie. Avec ses cheveux blonds cascadant comme une rivière d'or sous les lumières des lampadaires, se tenait devant moi, tremblante, les yeux emplis d'une urgence que je ne comprenais pas encore. Je ne peux plus mentir. Claire, murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Et en un instant, ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui fit exploser le monde autour de nous. Ce baiser n'était pas un accident. Nous nous étions rencontrés des mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain au musée d'art moderne. J'étais une jeune galeriste de 28 ans, passionnée par les toiles abstraites qui capturaient les tourments de l'âme. Sophie. Elle était une avocate ambitieuse de 30 ans, issue d'une famille bourgeoise conservatrice de la banlieue chic de Neuilly-sur-Seine. Nos conversations avaient commencé innocemment, autour d'une peinture représentant deux silhouettes entrelacées dans l'ombre. C'est comme si elle se battait contre l'invisible, avais-je dit. Elle avait ri. Un rire cristallin qui masquait une profondeur insoupçonnée. Peu à peu, nos rencontres s'étaient multipliées, un café rue de Rivoli. Une promenade le long de la Seine. Des textos tardifs qui révélaient des fragments de nos vies. Mais ce soir-là, sous la pluie battante, tout bascula. Sophie m'avoua qu'elle luttait contre ses sentiments depuis l'enfance, étouffée par l'éducation stricte de ses parents catholiques pratiquants. Ma mère rêve d'un mariage parfait, d'une lignée impeccable, confia-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Et mon père? Il dirige une entreprise familiale. Et il attend de moi que je suive le chemin tracé. Je l'écoutais, le cœur serré, sentant naître en moi un amour que je n'avais jamais osé nommer. Moi, Claire, orpheline élevée par une tante libérale à Montmartre. J'avais toujours assumé ma bisexualité sans drame. Mais pour Sophie, c'était une guerre intérieure. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Nous nous voyions en secret, dans mon petit appartement du Marais, où les murs imprégnés de l'odeur du café et des livres anciens devenaient notre sanctuaire. Sophie arrivait souvent essoufflée, après avoir prétexté un rendez-vous professionnel. Je ne peux pas leur dire, répétait-elle, ses mains tremblantes sur ma peau. Nous parlions des heures, de nos rêves, de nos peurs. Elle me racontait comment, adolescente, elle avait réprimé une attirance pour une camarade de classe, craignant le jugement de sa famille. Ils m'ont envoyé en pensionnat pour me corriger, avoua-t-elle un soir, blottie contre moi. Je sentais sa vulnérabilité, cette fragilité qui la rendait si forte à mes yeux. Pourtant, les fissures commençaient à apparaître. Sophie annulait parfois nos rendez-vous à la dernière minute, invoquant des dîners familiaux ou des obligations au cabinet. Mon père veut que je rencontre quelqu'un, dit-elle un jour, évitant mon regard. Ce « quelqu'un » s'appelait Antoine. Un héritier d'une dynastie industrielle. Ami de la famille. C'est juste un déjeuner, assura-t-elle. Mais je vis le doute dans ses yeux. Je ne dis rien. Pas encore. Mais une ombre s'installa entre nous. Nos étreintes devinrent plus désespérées, comme si nous pressentions la tempête à venir. Un week-end, nous décidâmes d'échapper à Paris. Direction la Normandie. Une petite auberge au bord de la mer. Là, sous le ciel gris et les vagues déchaînées, Sophie sembla enfin libre. Nous marchions main dans la main sur la plage déserte, riant des embruns qui nous fouettaient le visage. Avec toi, je me sens vivante, murmura-t-elle. Ce fut là qu'elle me parla de son plan, quitter le cabinet familial, s'installer avec moi, affronter le monde. Mais au retour,
La réalité nous rattrapa. Un appel de sa mère, Sophie. Antoine t'attend pour le gala de charité. C'est important pour ton avenir. Elle raccrocha. Pâle. Et pour la première fois, je vis la peur l'emporter sur l'amour. Les semaines passèrent, et les conflits intérieurs de Sophie s'intensifièrent. Elle oscillait entre moments de passion et crises de doute. Et si je perds tout, cela mentait-elle. Ma carrière, ma famille. Pourquoi? Pour un amour que la société condamne encore? Je tentais de la rassurer, lui rappelant les avancées en France. Le mariage pour tous adopté depuis des années. Mais les préjugés persistaient, surtout dans son milieu. Un soir, après une dispute, elle partit en claquant la porte. Je restai seule, contemplant les lumières de la tour Eiffel au loin, me demandant si notre histoire survivrait à ces ombres. Puis vint le choc. Sophie m'appela en pleurs, ma famille c'est pour nous. Pas tout. Mais ils soupçonnent. Mon père m'a donné un ultimatum. Elle refusa de me voir ce soir-là, prétextant une migraine. Je sentis le sol se dérober. Était-ce le début de la fin? Ou simplement une épreuve à surmonter? Je ne savais pas encore que les choix à venir allaient nous briser toutes les deux. Le lendemain de cet appel, Sophie apparut à ma porte, les yeux rougis. Un bouquet de roses à la main. Pardonne-moi, Claire, implora-t-elle. Je panique. Mais je t'aime. Nous passâmes la journée à reconstruire, à parler de l'avenir. Elle promit de confronter sa famille, de leur avouer la vérité. Pas tout de suite, tempéra-t-elle. Mais bientôt. Je crus en elle, parce que je n'avais pas le choix. Notre amour était devenu mon ancre dans un monde chaotique. Pourtant, les signes de trahison se multipliaient subtilement. Sophie passait plus de temps au téléphone avec Antoine, sous prétexte de collaboration professionnelle. C'est pour le réseau, expliquait-elle. Je hochais la tête, mais le doute s'insinuait. Un jour, en fouillant son manteau oublié chez moi, un geste que je regrettais déjà, je trouvai une invitation à un dîner romantique avec lui. Mon cœur se serra. Quand je l'interrogeai, elle balaya l'incident, c'est une obligation familiale. Rien de plus. Mais ses yeux fuyants me disaient le contraire. La pression familiale s'intensifia. La mère de Sophie, une femme rigide aux allures de matriarche, l'invita à un déjeuner dominical. Ils veulent que j'épouse Antoine, confia Sophie plus tard. Effondrée. Pour fusionner les entreprises? Pour l'héritage. Elle décrivit la scène, son père, autoritaire, listant les avantages, sa mère, insistant sur la normalité d'une vie traditionnelle. Il parle de enfants, de lignée, sanglota-t-elle. Comme si mon bonheur n'importait pas. Je la serrai dans mes bras, murmurant des mots d'encouragement. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment pouvait-il ignorer sa souffrance? Nos rencontres devinrent plus rares, plus tendues. Sophie arrivait épuisée, marquée par les conflits internes. Je me sens déchirée, avouait-elle. D'un côté, toi, mon amour vrai, de l'autre, la sécurité, l'approbation. Je tentais de la raisonner, l'amour n'est pas une transaction. Mais elle contre-argumentait avec logique, dans mon monde. Si. Sans leur soutien. Je perds tout, mon job. Ma maison. Mon identité sociale. C'était là le cœur du drame, les chaînes invisibles de la société française. Où malgré les lois progressistes, les familles conservatrices imposaient encore leurs dogmes. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs dans le quartier latin,
La tension explosa. Antoine était là. Charmant. Insistant. Il flirta ouvertement avec Sophie. Ignorant ma présence. Elle rit à ses blagues. Posa une main sur son bras. Je bouillais intérieurement. Plus tard. Seule avec elle. Je craquai. Qu'est-ce que tu fais? Elle répliqua. Je joue le jeu pour nous gagner du temps. Mais était-ce vrai? Ou une excuse pour explorer une voie plus facile? Les jours suivants. Sophie disparut presque. Messages laconiques. Appels évités. Je me réfugiai dans mon travail. Organisant une exposition sur les artistes LGBT. Comme un acte de rébellion. Puis. Un appel anonyme, une voix féminine. Peut-être une amie de la famille. Me mit en garde. Sophie va se fiancer à Antoine. Laisse-la partir. Mon monde s'effondra. Je confrontai Sophie ce soir-là dans un café bondé. C'est vrai, demandai-je. La voix tremblante. Elle hésita. Puis avoua, pas encore. Mais il me pousse. Les larmes coulèrent. Je ne sais pas quoi faire. Claire. Aide-moi. Nous passâmes la nuit à débattre. Elle exposa ses peurs, le rejet social, la perte financière, la solitude. Et si on nous juge? Si on me traite de paria? Je contre-argumentai, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Mais au fond, je voyais sa faiblesse où était-ce de la sagesse? Elle partit à l'aube, promettant une décision bientôt. Je restai éveillé, hanté par les possibilités. Puis vint la trahison flagrante. En scrollant les réseaux sociaux, je vis une photo, Sophie et Antoine, enlacés à un gala, sourire figé. La légende, une soirée inoubliable. Mon cœur se brisa. Quand je l'appelai, elle nia, c'est pour la façade. Mais le doute s'était transformé en certitude. Notre amour était en péril. Et les choix de Sophie allaient bientôt tout détruire. La confrontation était inévitable. Je fixai un rendez-vous dans un parc du Luxembourg, sous un ciel menaçant. Sophie arriva en retard, élégante dans son tailleur, mais les cernes sous ses yeux trahissaient son tourment. Claire? Je t'en prie. Comprends-moi, commença-t-elle. Mais je ne pus me retenir. Comprendre quoi? Que tu me sacrifies pour une vie de mensonge? Les mots jaillirent. Accusateurs. Chargés de douleur. Elle recula. Blessée. Ce n'est pas si simple. Ma famille menace de me déshériter si je refuse Antoine. Nous marchâmes en silence. Puis elle explosa. Tu vis dans ton monde bohème? Claire. Tu n'as pas idée de la pression. Mon père a dit que si j'assumais ça, il n'a même pas dit le mot lesbienne, je perdrais tout. Je sentis la rage monter, et moi? Je suis quoi dans tout ça? Une parenthèse? Elle pleura, non. Tu es tout. Mais je dois choisir. C'était le nœud du conflit, l'amour contre la survie sociale. En France, pays des droits humains, les chaînes familiales persistaient. Invisibles mais puissantes. Les jours suivants furent un enfer. Sophie oscillait. Un jour affirmant son amour. Le lendemain invoquant des excuses. Je commençais à douter de moi-même, étais-je égoïste de la pousser? Ou avait-elle raison de craindre le rejet? Un soir, je reçus un message de sa sœur. Une femme plus ouverte, aide-la. Elle est perdue. Cela raviva l'espoir. Nous nous revîmes dans mon appartement, où elle avoua ses tourments intimes. J'ai peur de regretter. Et si notre amour ne suffit pas face au monde? Mais la société s'en mêla. Des rumeurs circulèrent au cabinet de Sophie, des collègues conservateurs murmuraient sur sa vie privée.
Un client important, homophobe notoire, menaça de partir. C'est à cause de toi, m'accusa-t-elle lors d'une dispute. Non. À cause de leurs préjugés, rétorquai-je. La tension culmina lors d'un dîner familial où j'étais invitée comme amie. L'atmosphère était glaciale. Le père de Sophie, un homme imposant, lança des piques. Les jeunes d'aujourd'hui rejettent les traditions. Sa mère scruta nos regards, suspicieuse. Antoine était là, triomphant. Sophie resta muette, me laissant seule face au loup. Le lendemain, elle craqua, je ne peux plus. Je vais accepter les fiançailles. Mon monde s'écroula. Pourquoi, hurlai-je. Pour la paix? Pour l'argent? Elle répondit froidement, pour survivre. C'était une trahison pure? Un choix moral discutable. Elle sacrifiait notre amour pour la sécurité, invoquant la responsabilité familiale. Je partis en larmes, la laissant seule avec ses démons. Pourtant, un sursaut d'espoir, Sophie m'appela 2 jours plus tard. J'ai besoin de temps. Nous décidâmes d'une pause, mais les dommages étaient faits. Je me plongeai dans l'activisme, rejoignant des associations LGBT à Paris, canalisant ma douleur en combat. Elle, de son côté, avançait vers les fiançailles, postant des photos avec Antoine qui me lacérait le cœur. La haute trahison vint lors d'une confrontation finale. Je l'attendis chez elle, forçant la porte avec une clé oubliée. Elle rentra avec Antoine, riant. En me voyant, elle blêmit. Claire? Qu'est-ce que tu fais là? Antoine? Confus. Parti. Alors, la vérité éclata, je l'ai embrassé. Pour tester si je pouvais être normale, point. C'était le coup de grâce. Tu m'as trahi pour un test, criai-je. Elle s'effondra, je suis perdue. Claire. Aide-moi à choisir. Mais le choix était fait. Elle opta pour la facilité, annonçant ses fiançailles publiquement. Je fus reléguée au rôle de l'ex-secrète, blessée, questionnant chaque décision. Était-ce de l'amour ou de la lâcheté? Le drame s'intensifiait, menant à une rupture inévitable. Les semaines après l'annonce des fiançailles furent un vide abyssal. Sophie m'envoyait des messages sporadiques, je pense à toi. Mais je les ignorais. Trop blessée. Paris, autrefois magique, devenait un labyrinthe de souvenirs douloureux. Je errais le long de la Seine, repensant à nos promenades, me demandant où j'avais failli. Étais-je trop insistante? Ou elle trop faible? La société amplifia le drame. Des amis communs prirent parti, certains me soutenaient. D'autres excusaient Sophie, invoquant les réalités familiales. Une collègue me confia, en France, on est progressiste en surface. Mais les vieilles familles résistent. C'était vrai. Les médias parlaient d'égalité. Mais les préjugés persistaient dans les cercles élitistes. Sophie, piégée dans ce monde, avait choisi la conformité. Pourtant, des fissures apparurent dans son armure. Lors d'un appel tardif, elle sanglota, le mariage approche. Et je me sens vide. Elle avoua avoir menti à Antoine sur son passé, réprimant ses sentiments. C'est une prison que je me construis. Je l'écoutais, partagé entre compassion et rage. Tu as choisi ça, rappelai-je. Pourquoi? Pour l'approbation? Elle admit, pour ne pas être seule. C'était le cœur du conflit moral, sacrifier l'authenticité pour la sécurité. Je tentai une dernière fois de la sauver. Je l'invitai à une manifestation pour les droits LGBT place de la République.
Viens voir ce que tu rates, dis-je. Elle hésita. Puis accepta incognito. Là, entourée de foule arc-en-ciel, elle pleura. C'est beau. Mais terrifiant. Nous nous embrassâmes en secret. Un baiser chargé de regrets. Mais le lendemain, elle recula, je ne peux pas. Mon père a tout planifié. La trahison culmina lors de la répétition du mariage. J'y allais, masqué en invité, pour la confronter. Dans les coulisses de l'église, je la trouvai seule, en robe blanche, tremblante. Sophie. Arrête ça. Elle me regarda. Déchirée, trop tard. J'ai signé des contrats. Promis des alliances. C'était une révélation, son choix n'était pas seulement émotionnel, mais financier. L'entreprise familiale fusionnait avec celle d'Antoine. C'est pour le pouvoir, avoua-t-elle. Pas pour l'amour. Je partis. Anéanti. Les jours suivants, je sombrais dans la dépression, questionnant mes propres choix. Avais-je été naïve? Ou courageuse? Sophie, de son côté, avançait vers l'autel, mais des rumeurs de son malaise circulaient. Sa sœur me contacta, elle regrette. Fais quelque chose. Le point de non-retour vint la veille du mariage. Sophie apparut à ma porte, en larmes. Je ne peux pas l'épouser. Je t'aime. Nous passâmes la nuit à planifier une fuite. Mais au matin, son téléphone sonna, son père, furieux, l'avait pisté. Si tu pars, tu es morte pour nous. Elle hésita. Puis choisit, je reste. C'était la trahison ultime. Un sacrifice pour le statut. Je la laissai partir. Brisée. Les conséquences furent dévastatrices, je perdis des amis communs. Elle gagna une vie vide. Le mariage eut lieu. Somptueux. Mais ses yeux sur les photos trahissaient le vide. Moi. Je commençais à guérir. Rejoignant une communauté LGBT. Transformant la douleur en force. Les mois après le mariage furent une lente reconstruction. Sophie disparut de ma vie. Bloquant mes numéros. Effaçant nos traces. Paris redevint vivante. Mais marquée par les cicatrices. Je repris mon travail à la galerie. Organisant des expositions sur l'identité queer. Canalisant ma douleur en art. Des amis me soutenaient, tu as été forte. Mais intérieurement, je questionnais, avait-elle raison de choisir la sécurité? Un jour, un message anonyme, regarde les nouvelles. Sophie avait divorcé après seulement 6 mois. Les médias parlaient d'un échec inattendu. Mais je sus la vérité. Elle m'appela enfin, Claire. J'ai tout perdu. Elle avoua avoir craqué lors de la lune de miel, confessant à Antoine sa vérité. Il l'avait quittée. La famille l'avait reniée. J'ai choisi mal, sanglota-t-elle. Le prix était trop élevé. Nous nous revîmes dans un café discret. Elle était changée, amaigrie. Mais avec une lueur nouvelle dans les yeux. J'ai affronté mes démons, dit-elle. Perdu l'héritage, mais gagné la liberté. Je l'écoutais. Partagé. Et nous, demandai-je. Elle hésita, peut-être un jour. D'abord, je dois me reconstruire. C'était une THC-TNH tardive, née de la perte. Sophie rejoignit des groupes de soutien LGBT, militant contre les pressions familiales. Son histoire inspira d'autres, exposant les hypocrisies sociales en France. Moi, je guérissais, datant occasionnellement, mais gardant une place pour elle. Notre amour,
brisée, avait catalysé un changement. Pourtant, les questions persistaient, avait-elle trahi par faiblesse? Ou par survie? Le sacrifice valait-il la peine? Au final, Sophie choisit l'authenticité, payant cher. Mais était-ce juste? Et vous, lecteur? Pensez-vous que sacrifier un amour vrai pour la sécurité sociale est une décision morale acceptable? Ou une trahison impardonnable?